À partir de ce mois-ci, nous gérons chacun notre propre argent. J'en ai assez de t'entretenir. J'ai accepté calmement. Puis je l'ai conduit à la faillite. Je n'ai pas pleuré quand mon mari a exigé que nous séparions nos finances pour cesser, je cite, de m'entretenir. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement versé le reste de mon café, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, je suis tout à fait d'accord. Séparons tout à partir d'aujourd'hui. Il a souri, pensant qu'il avait gagné une bataille. Il ne réalisait pas qu'il venait de déclencher un audit qui mettrait toute sa famille en faillite. Avez-vous déjà été accusé de quelque chose que vous financiez en réalité? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Je lis absolument chacune d'entre elles. Mon nom est Olivia. J'ai 32 ans et je travaille comme architecte logiciel principal. Mon salaire net mensuel est de 16 000 $. Mon mari Ryan rapporte exactement 6 500 $. Pendant 3 ans, j'avais été l'infrastructure invisible qui maintenait sa famille à flot. J'étais l'investisseur silencieux dans leur version de la famille. Chaque dîner du dimanche chez nous signifiait que je payais une facture d'épicerie de 400 $ pour que sa mère, Cynthia, puisse manger des steaks de premier choix et boire du vin importé. Chaque fête signifiait financer des cadeaux extravagants pour son frère, Jérémy, et sa sœur, Jessica, tandis que je recevais en retour des cartes cadeaux génériques de 20 $. Je me suis souvent demandé pourquoi je tolérais cela. La vérité est que le piège de la normalisation cruelle ne se referme pas d'un seul coup. Il se resserre millimètre par millimètre. Cela commence par payer une note de restaurant parce qu'il se trouve que vous gagnez plus d'argent. Puis cela devient le paiement des factures de services publics pour que votre partenaire puisse rembourser une petite dette. Avant que vous ne réalisiez ce qui s'est passé, vos contributions financières ne sont plus considérées comme des cadeaux ou un soutien. Elles deviennent une base attendue. Vous normalisez l'exploitation pour maintenir la paix, vous convainquant que c'est simplement ce que le mariage exige. Vous vous dites qu'être le plus fort est une vertu, ignorant complètement le fait que vous êtes saigné à blanc. Ma vie consistait en des livrables à haut niveau de stress, à gérer des équipes sur 3 fuseaux horaires et à résoudre des problèmes architecturaux complexes. Je travaillais 60 heures par semaine. Ryan en travaillait 40, se plaignant constamment de son niveau de stress tout en passant ses week-ends à jouer au golf. Je subventionnais un style de vie opulent pour des gens qui me traitaient comme une commodité plutôt que comme un être humain. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils m'avaient pris. Ils estimaient simplement y avoir droit. Mais sa demande de séparer nos finances a été le catalyseur dont j'avais besoin. La colère n'était pas bruyante cette fois. Elle était clinique. Je me suis frotté les yeux, essayant de faire naître un regret, mais il n'y avait que de la clarté. Ce n'était pas une dépression. C'était un bilan, et l'heure de l'audit final était officiellement arrivée. Le lendemain soir, j'ai traité notre salon comme une salle de conseil d'administration. J'ai imprimé un document que j'ai intitulé Le Grand Livre de Comptes. C'était une comptabilité complète, ligne par ligne, des opérations de notre ménage. Quand Ryan a franchi la porte d'entrée, l'air suffisant et satisfait de lui, je lui ai tendu le dossier. Je n'ai pas élevé la voix. Je lui ai parlé comme je le ferais avec un fournisseur dont le contrat était en cours de renégociation. Voici ta nouvelle réalité financière, ai-je dit en montrant les colonnes surlignées. Puisque nous fonctionnons maintenant comme des entités financières distinctes, nous partagerons les frais généraux du ménage exactement par le milieu. Ta moitié de l'hypothèque est de 1400 $. Ta moitié des services publics, des courses et des impôts fonciers porte ton coût opérationnel mensuel total à environ 2600 $. J'ai annulé le bouquet de chaînes câblées premium et le service de nettoyage hebdomadaire, car je ne m'occuperai désormais que de mon propre espace et de mes propres repas. Ryan a ricané, jetant le dossier sur la table. Ça me va très bien, a-t-il dit en bombant le torse. Je gagne beaucoup d'argent. Je peux gérer ma part. J'ai regardé la fausse confiance émaner de lui. Je voulais voir le moment exact où le calcul s'enregistrerait réellement dans son cerveau. Tu gagnes 6 500 $ par mois, lui ai-je rappelé cliniquement. Après impôt, ton revenu net est plus proche de 4 800 $. Tu dois 1 200 $ par mois pour ton camion. Tu as 800 $ de paiement minimum sur ces 3 cartes de crédit que tu as utilisées au maximum. Ajoute tes nouveaux 2 600 $ de coûts opérationnels du ménage, et ta sortie mensuelle obligatoire est exactement de 4 600 $. La couleur a commencé à quitter son visage. Il a fixé la feuille de calcul,
ses yeux balayant les chiffres. Cela te laisse $200 par mois pour l'essence, tes abonnements au golf et pour divertir ta mère, ai-je déclaré, en maintenant un ton parfaitement neutre. Au lieu d'ajuster ses dépenses ou de reconnaître sa réalité précaire, Ryan s'est entêté dans son illusion. Au cours de la semaine suivante, il s'est tourné vers sa chambre d'écho pour obtenir une validation. Il passait ses soirées au téléphone avec son collègue, Richard, et sa mère, Cynthia. Je pouvais entendre leurs conversations toxiques provenant de la chambre d'amis où il s'était installé. Richard, un homme à son deuxième divorce, a offert des conseils prévisibles. Elle ne fait que te tester, lui a dit Richard à voix haute par haut-parleur. Tu dois tenir bon. Tu es l'homme de la maison. Une fois qu'elle verra que tu prends le contrôle, elle reviendra en rampant. Elle est probablement juste stressée par son travail. Ryan a absorbé ce terrible conseil comme une éponge, traitant notre séparation financière comme un jeu de poker menteur. Il était déterminé à gagner. Il a commencé à se promener dans la maison avec un sentiment d'autorité exagéré, ignorant complètement le fait que son compte bancaire subissait une hémorragie d'argent. Mais le véritable catalyseur de son déclin rapide fut Cynthia. Cynthia s'était habituée aux dîners hebdomadaires, aux cadeaux coûteux et au flux constant de subventions que j'avais discrètement financés. Quand Ryan lui a rendu visite ce week-end-là, il ne lui a pas parlé de sa nouvelle pauvreté. Sa fierté ne le lui permettait pas. Au lieu de cela, il a maintenu l'illusion de la richesse. Cynthia en a immédiatement profité, exigeant qu'il achète un nouvel ensemble de meubles de terrasse coûteux qu'elle convoitait. J'ai vu l'historique des transactions atteindre la seule carte de crédit que nous n'avions pas encore complètement séparée. Il y avait porté une charge de $1 200. Il détruisait activement son propre crédit pour maintenir les apparences auprès d'une mère qui le voyait comme une ressource inépuisable. J'ai simplement retiré mon nom en tant qu'utilisateur autorisé, le laissant entièrement responsable de la dette. Il était convaincu que je céderais la première. Il avait tort. J'attendais simplement que la facture finale arrive à échéance. Mon audit judiciaire de notre mariage n'était pas complet tant que je n'avais pas élucidé toute l'étendue de sa tromperie. En organisant mon bureau à domicile, j'ai trouvé un vieil relevé bancaire enfoui au fond du tiroir de son bureau. C'était un compte à son nom, que je n'avais jamais vu auparavant. Je n'ai pas hésité. Je me suis connecté à notre ordinateur familial partagé et j'ai navigué jusqu'à ses mots de passe enregistrés. Lorsque le portail de la banque a demandé un code d'authentification à 2 facteurs, j'ai simplement jeté un coup d'œil à son téléphone, qu'il avait négligemment laissé en charge au coin du bureau, et j'ai tapé les chiffres pour contourner la sécurité. Ce que j'ai découvert a complètement éradiqué la moindre parcelle de sympathie que j'aurais pu avoir. Il n'avait pas exigé la séparation des finances juste pour affirmer son indépendance. Il avait un motif spécifique et calculé. Il avait créé un compte d'épargne secret. Le compte était surnommé le fonds du chalet. Depuis un an, Ryan détournait discrètement de l'argent de ses chèques de paie, lésinant sur les dépenses communes et se plaignant du coût de la vie, tout cela pour accumuler des liquidités. Et le but ultime de cette opération secrète? Il essayait d'acheter un chalet de vacances pour Cynthia dans les montagnes. Il voulait le lui offrir pour son 62e anniversaire. Il avait prévu d'utiliser mes contributions financières massives pour couvrir ses propres frais de subsistance pendant qu'il jouait le rôle du fils généreux et riche. C'était un niveau de trahison stupéfiant. Mais en examinant l'historique des transactions du fonds du chalet, un sourire froid et acéré s'est dessiné sur mon visage. Quelques jours seulement avant notre séparation financière, il avait imprudemment viré $14 000 à titre d'acompte non remboursable pour garantir la propriété. Cela ne lui laissait que $1 000 comme filet de sécurité. Au cours des 3 dernières semaines, parce que son salaire ne couvrait plus ses dettes personnelles massives et ses nouvelles responsabilités domestiques. Il avait été contraint de cannibaliser le peu qui restait du cadeau d'anniversaire secret de sa mère juste pour payer ses propres courses et son électricité. Le compte, qui avait autrefois contenu près de $15 000, s'élevait maintenant à un pathétique $412. Il était entièrement à court de capital, à court d'options et à court de temps. Le dîner du 62e anniversaire de Cynthia était prévu pour ce samedi à venir, et j'allais m'assurer que ce soit un événement qu'aucun d'entre eux n'oublierait jamais. Le samedi soir est arrivé avec la précision d'une démolition programmée. Ryan avait insisté pour organiser le dîner du 62e anniversaire de Cynthia chez nous, désespéré de maintenir la façade de son succès. Il s'était initialement vanté d'avoir engagé un traiteur haut de gamme pour servir de la côte de bœuf et des fruits de mer.
Mais sans ma carte de crédit enregistrée, le traiteur avait exigé un acompte non remboursable, un acompte que Ryan ne pouvait plus se permettre. J'étais assise tranquillement dans mon bureau à domicile pendant que les invités arrivaient. Je pouvais entendre la voix forte et pleine d'attente de Cynthia résonner dans le couloir, accompagnée de Jérémy et Jessica. Quand je suis finalement sorti et que je suis entré dans la salle à manger, la scène était un chef-d'œuvre de désespoir pathétique. Au lieu de la côte de bœuf du traiteur, Ryan avait acheté en panique des lasagnes surgelées bon marché et de la salade en sachet. La nourriture était brûlée par le gel et à peine réchauffée. Cynthia fixait son assiette avec une expression de profond dégoût. « Qu'est-ce que cela signifie, Ryan » a exigé Cynthia. « Je pensais que tu avais commandé au restaurant de grillade. » Ryan transpirait abondamment, bégayant un mensonge mal construit à propos d'une confusion avec les traiteurs. Je l'ai regardé se débattre. L'illusion de pouvoir d'un portefeuille vide est un phénomène psychologique fascinant. Des gens comme Ryan construisent toute leur identité sur la performance de la richesse et de l'autorité, utilisant l'argent comme un accessoire pour exiger le respect. Mais cette position est incroyablement fragile car elle est louée, et non possédée. Lorsque le capital s'évapore, toute la personnalité s'effondre. Sans mon argent pour louer son costume, Ryan était réduit à un garçon terrifié servant des dîners surgelés à une mère qui ne l'aimait que sous condition. Je me suis dirigé vers le bout de la table et j'ai laissé tomber une pile de papiers imprimés juste à côté de l'assiette de Cynthia. « Je pense que je peux expliquer le problème du traiteur, Cynthia » ai-je dit, ma voix tranchant dans la tension. Ryan ne pouvait pas se permettre le traiteur parce que son fonds secret pour le chalet est complètement vide. Le silence se fit dans la pièce. Ryan en eut le souffle coupé. « Vous voyez, ai-je poursuivi méthodiquement, Ryan a secrètement amassé de l'argent pendant 1 an pour vous acheter un chalet en montagne pour votre anniversaire. Il a réussi cela en me laissant payer pour toute sa vie. Mais il y a 3 semaines, il a exigé son indépendance financière. Il a versé la quasi-totalité de cette somme dans un acompte non remboursable juste avant que je ne lui coupe les vivres. Une fois qu'il a dû réellement payer ses propres factures, il a dû puiser ce qui restait de votre fonds pour le chalet juste pour maintenir les lumières allumées. Votre fils n'est pas un soutien de famille prospère. Il est complètement, indéniablement fauché. » Cynthia a arraché les papiers, ses yeux parcourant les sols décroissants. Elle a regardé Ryan avec un mépris absolu. « Tu m'as menti » a-t-elle sifflé. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait. Ils étaient choqués que j'ai cessé de jouer le jeu. La chambre d'écho s'est brisée. Ryan est resté figé sur sa chaise, complètement éviscéré, dépouillé de son argent, de son secret et de l'approbation de sa mère en un seul coup clinique. Après que Cynthia soit sortie en trombe, suivie de près par un Jérémy et une Jessica dégoûtés, la maison est tombée dans un silence assourdissant. Ryan s'est effondré sur le sol du salon, le visage enfoui dans ses mains. Il a littéralement rampé à mes pieds, suppliant à genoux. Il a pleuré, s'excusant frénétiquement, promettant qu'il changerait, qu'il me donnerait le contrôle total de tout si seulement je le sauvais de la ruine. Je l'ai regardé de haut, ne ressentant absolument rien, aucune pitié, aucune colère, aucun amour, juste la réalité froide et stérile d'une transaction terminée. Je lui ai dit que je reprendrais le contrôle des finances du ménage pour éviter que la maison ne tombe en saisie, mais que les termes de notre mariage étaient définitivement modifiés. Il déposerait l'intégralité de son salaire sur un compte que je gérerais, et il recevrait une allocation hebdomadaire stricte. Il a accepté instantanément, désespéré de trouver la sécurité dans ma compétence. Mais il ne réalisait pas que pendant que je réparais la feuille de calcul, je fermais définitivement le compte de notre relation. Renoncer à un mariage illusoire est un processus silencieux. La société nous conditionne à croire que le mariage est un lien indissoluble, un vœu sacré qui doit être préservé à tout prix. Mais l'amour ne peut survivre dans une dynamique parasitote. Lorsque vous réalisez que votre partenaire ne vous voit pas comme un être humain, mais comme un service public, le lien émotionnel meurt instantanément. Le pardon n'est pas toujours un pont pour revenir à ce qui était. Parfois, c'est simplement le processus administratif de démêler vos actifs avant de partir pour de bon. Le lendemain matin, j'ai ouvert un nouveau compte sécurisé, complètement isolé de son accès. J'ai lancé le transfert de mes biens prénuptiaux et d'un fonds en fiducie de mon défunt grand-père que je n'avais volontairement jamais mélangé avec nos finances communes. J'ai approvisionné le compte avec 150 000 $ d'argent légalement intouchable. C'était mon fonds de sortie. Je resterai juste assez longtemps pour m'assurer que mon crédit ne soit pas endommagé par son incompétence,
puis j'exécuterai mon départ final. J'ai fini par réaliser que protéger sa paix est l'investissement le plus critique que l'on puisse jamais faire. On nous dit souvent que la famille exige des sacrifices sans fin. Mais une relation construite sur l'exploitation financière et la négligence émotionnelle n'est qu'un abonnement à votre propre souffrance. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne. Parfois, c'est le seul moyen de se libérer. J'ai appris à calculer ma propre valeur et, ce faisant, j'ai réalisé que son déficit était trop grand pour être jamais remboursé. Si vous avez trouvé cette histoire puissante, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité sur les limites aujourd'hui. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.